Chers élèves candidats au probatoire, bienvenue à cette autre séance de révision. Nous avons vu dans les derniers chapitres les notions d'oxydant, réducteur et de couple oxydant-réducteur. Dans ce chapitre intitulé « Généralisation de la notion d'oxydoréduction en solution aqueuse », nous allons étudier quelques couples oxydant-réducteurs, la réaction entre deux couples oxydant-réducteurs, les dosages d'oxydoréduction, l'électrolyse en solution aqueuse et la corrosion des métaux. Commençons par le couple Fe3+, Fe2+. Pour mettre en évidence l'existence de ce couple, versons de la limaille de fer dans une solution rouille contenant les ions Fe3+. La solution devient progressivement vert pâle, mettant en évidence les ions Fe2+. La demi-équation de la réaction s'écrit Fe3+, plus un électron qui donne Fe2+. Si on verse plutôt une solution incolore de nitrate d'argent dans une solution vert pâle d'ion Fe2+, on constate que la solution devient progressivement rouille, mettant en évidence la formation d'ion Fe3+. La demi-équation correspondante s'écrit Fe2+, qui donne Fe3+, plus un électron. Les espèces chimiques Fe3+, et Fe2+, s'interconvertissent alors et forment le couple Fe3+, Fe2+, dont le potentiel standard est de 0,77 volts. La demi-équation redox correspondant à ce couple s'écrit Fe3+, plus un électron qui donne réversiblement Fe2+. Quant au couple MnO4- Mn2+, pour mettre en évidence ce couple, versons une solution verdâtre acidifiée de sulfate de fer en quantité suffisante dans une solution violette de permanganate de potassium. On observe une décoloration du permanganate et l'analyse du mélange obtenu révèle la présence d'ion Mn2+. MnO4- a donc été converti en Mn2+. Les deux espèces forment le couple MnO4- Mn2+. La demi-équation correspondant à ce couple s'obtient de la manière suivante. MnO4- qui donne Mn2+. Nous constatons qu'il apparaît des oxygènes à gauche de la double flèche, mais pas à droite. Pour équilibrer en oxygène, on ajoute 4 molécules d'eau à droite de la flèche, qui conduit à l'écriture MnO4- qui donne réversiblement Mn2+, plus 4H2O. Ce faisant, on introduit les hydrogènes à droite de la flèche. Pour équilibrer en hydrogène, on doit ajouter 8 ions H+ à gauche de la flèche, car la réaction ici se produit en milieu acide, ce qui conduit à la relation MnO4- plus 8H+, qui donne réversiblement Mn2+, plus 4H2O. En milieu aqueux, les ions H+ sont hydratés en H3O+, d'après l'équation H++ H2O qui donne H3O+. Les 8H+ vont fixer 8 molécules d'eau à gauche de la flèche pour donner 8H3O+. Il faut alors ajouter aussi 8 molécules d'eau à droite de la double flèche pour équilibrer en molécules d'eau. D'où l'équation équilibrée en atomes MnO4- plus 8H3O+, qui donne réversiblement Mn2+, plus 12H2O. Nous constatons qu'il apparaît 8 charges positives à gauche de la double flèche et une charge négative, d'où un excédent de 7 charges positives contre 2 charges positives seulement à droite de la double flèche. Pour équilibrer donc en charge, on ajoute 5 électrons à gauche de la double flèche, d'où la demi-équation équilibrée MnO4- plus 8H3O+, plus 5 électrons qui donne Mn2+, plus 12H2O. L'ion dichromate Cr2O7- et l'ion chrome Cr3+, forment le couple Cr2O7- Cr3+, dont la demi-équation s'écrit Cr2O7-
plus 14 fois H3 plus 6 électrons qui donne reversement 2 fois Cr3 plus 21 molécules d'eau. Cette équation s'obtient de la même manière que dans le couple MnO4- bar Mn2+. Au chapitre 2, nous avons constaté qu'en plongeant une lame de cuivre dans une solution d'acide nitrique contenant des ions nitrate NO3-, il se dégage des vapeurs rousses de NO2. Ces vapeurs, le NO2, se forment par action de NO avec le dioxygène de l'air. Cette expérience permet de mettre en évidence le couple NO3- bar NO qui a pour demi-équation NO3- plus 4 fois H3 plus 3 électrons qui donne reversement NO plus CH2O. Celle-ci s'obtient de la même façon que plus haut. Si nous barbatons du dioxyde de soufre SO2 dans une solution violette acidifiée de permanganate de potassium, on va constater une décoloration de la solution de permanganate et une analyse du mélange obtenu révélera la présence d'ions SO4- et Mn2+. Le dioxyde de soufre SO2 s'oxyde alors en SO4- Les deux espèces forment le couple SO4- bar SO2 dont la demi-équation s'est créée. SO4- plus H4 fois H3 plus 2 électrons qui donne SO2 plus CH2O. On peut de la même manière mettre en évidence les couples tels que S4O6 bar S2O3 Cl2 bar Cl-, Br2 bar Br- ou I2 bar I-, dont les demi-équations s'écrivent comme ici à l'écran. Mélangeons à présent deux solutions contenant deux espèces appartenant à deux couples redox différents. Une réaction dite d'oxydoréduction ne peut s'y produire que si on a en présence l'oxydant le plus fort de l'un des couples et le réducteur le plus fort de l'autre couple. Considérons la réaction entre le diiode et le thiosulfate de sodium. Cette réaction met en jeu les couples S4O6 bar S2O3 de potentiel standard 0,08 V et I2 bar I- de potentiel 0,54 V. Le couple I2 bar I- ayant le potentiel le plus élevé, I2 est donc l'oxydant le plus fort et S2O3 le réducteur le plus fort. L'équation bilan de la réaction qui se produit entre les deux couples s'écrit 2S2O3 plus I2 qui donne S4O6 plus 2I-. Au cours de cette réaction, les ions thiosulfate S2O3 s'oxydent d'après la demi-équation 2S2O3 qui donne S4O6 plus 2 électrons, tandis que le diiode se réduit d'après la demi-équation I2 plus 2 électrons qui donne 2I-. La réaction entre le permanganate de potassium et le sulfate de Fe2 met en jeu les couples MnO4- bar Mn2+, et Fe3+ bar Fe2+. Le couple du permanganate ayant le plus grand potentiel standard, MnO4- est l'oxydant le plus fort et Fe2+, le réducteur le plus fort. L'équation bilan de la réaction s'écrit MnO4- plus 8 H3 plus 5 Fe2+, qui donne Mn2+, plus 12 H2O, plus 5 Fe3+. Pour mieux suivre la réaction entre deux couples redox,
on peut effectuer un dosage. Ainsi, doser une solution consiste à déterminer sa concentration. Le dispositif à utiliser se présente comme ici à l'écran. Dans le bécher, on place un certain volume de la solution à doser et on y ajoute quelques gouttes d'indicateur coloré si nécessaire. L'indicateur coloré donne une couleur à la solution et permet de reconnaître la fin du dosage par un changement de coloration. La solution dosante est placée dans la burette et la fin du dosage ou point équivalent est signalée par un changement de coloration comme signalé plus haut. À ce point, les réactifs sont dits dans les proportions stoichiométriques. Si nous notons A, le coefficient stoichiométrique de la solution oxydante, C0 sa concentration et V0 son volume. Si nous notons aussi B, le coefficient stoichiométrique de la solution réductrice, CR sa concentration et VR son volume, on aura au point équivalent quantité de matière de l'oxydant sur A qui est égale à quantité de matière du réducteur sur B, ce qui conduit à la relation COVO sur A égale VR sur B. Considérons à présent doser une solution vert pâle de sulfate de fer 2 par une solution violette de permanganate de potassium. Ainsi, le sulfate de fer 2 est dans le bécher. On ouvre le robinet pour laisser couler progressivement la solution de permanganate dans celle de sulfate de fer. À la fin du dosage, la dernière goutte de permanganate de potassium qui tombe dans le mélange donne une couleur violette à la solution. L'agitateur magnétique ici sert à agiter et homogénéiser la solution à chaque ajout de la solution dosante. De l'équation bilan de la réaction qui a été décrite plus haut et qui se présente encore ici à l'écran, on a au point équivalent quantité de matière de MnO4- égale à la quantité de matière de Fe2+ sur 5. D'où la relation COVO égale à CrVr sur 5. On peut alors déduire la concentration molaire des ions Fe2+ de la solution de sulfate de fer 2 recherchée. On a donc Cr égale 5COVO sur Vr. Pour le dosage d'une solution de diiode par une solution de thiosulfate de sodium, on ajoute à la solution incolore de diiode qui se trouve dans le bécher quelques gouttes d'amidon qui colore cette solution en bleu. La fin du dosage est marquée par le passage de la couleur bleue du mélange à l'incolore. De l'équation bilan de la réaction, on peut écrire à l'équivalence quantité de matière de S2O3 sur 2 égale à la quantité de matière de I2. D'ici, on a la relation CrVr sur 2 qui est égale à CO. D'où la concentration molaire de la solution de diiode, CO égale CrVr sur 2V0. En résumé, pour la détermination de la concentration d'une solution par dosage, 3 étapes sont nécessaires. Premièrement, il faut repérer le changement de teinte à l'équivalence. Deuxièmement, écrire l'équation bilan du dosage. Et troisièmement, déduire la concentration de la solution recherchée à partir de la relation stoichiométrique à l'équivalence. Chers candidats, une autre application de l'oxydoréduction est l'électrolyse. L'électrolyse ici est un ensemble de réactions chimiques qui se produisent dans une solution lors du passage du courant électrique. Ici à l'écran, on a le schéma d'une électrolyse. L'électrolyseur est constitué d'une cuve électrolytique contenant une solution appelée électrolyte. Dans cette solution plongent 2 électrodes qui sont reliés aux bornes d'un générateur.
Lors d'une électrolyse, il se produit une oxydation à l'anode et une réduction à la cathode. Le couple de bas potentiel réagit à la cathode et celui de grand potentiel à l'anode. Les réactions ne sont amorcées que lorsque la tension au bord de l'électrolyseur a atteint au moins sa force contre-électromotrice. Celle-ci se détermine par la relation suivante: E' égale potentiel du couple oxydant-réducteur qui se trouve à l'anode moins le potentiel standard du couple qui se trouve à la cathode. Dans certains cas, il se produit un dégagement gazeux et la tension appliquée aux électrodes est supérieure à la force contre-électromotrice de l'électrolyseur. La différence, appelée surtension, est due à la lenteur des réactions aux électrodes. On a donc U égale UAC moins E'. Application à l'électrolyse d'une solution de bromure de cuivre. Les réactions ici se produisent à partir d'une tension UAC égale à 0,8 volts. Et il se forme du cuivre métallique à la cathode d'après la demi-équation Cu2 plus 2 électrons qui donne Cu. Et à l'anode, il se produit un dégagement de dibrom d'après la demi-équation 2Br- qui donne Br2 plus 2 électrons. L'équation bilan de cette réaction s'écrit Cu2 plus 2Br- qui donne Cu plus Br2. Au regard des potentiels standards, Br2 est l'oxydant le plus fort et Cu le réducteur le plus fort. La réaction naturelle qui se produirait entre les deux couples s'écrirait Cu plus Br2 qui donne Cu2 plus 2 fois Br-. Nous constatons que cette équation est l'inverse de l'équation de la réaction d'électrolyse. On peut donc conclure que les réactions d'électrolyse sont des réactions forcées. Pour cet électrolyseur, la force contre-électromotrice est E' égale E0 Br2 bar Br-, qui est le couple à l'anode, moins E0 Cu2 plus bar Cu, qui est le couple à la cathode, soit 1,08 moins 0,34, qui est égal à 0,74 volts. Cette valeur est supérieure à celle appliquée aux électrodes. Il existe donc une surtension U égale UAC moins E', qui est égal 0,80 moins 0,74, soit 0,06 volts. Cette surtension est due à la lenteur à l'électrode à cause du dégagement du dibrom. Considérons à présent l'électrolyse de l'eau. On a ici un dégagement de dioxygène à l'anode et un dégagement de dihydrogène à la cathode. L'équation bilan de la réaction s'écrit H2O qui donne H2 plus 1 demi de O2. Il s'agit ici de la décomposition de l'eau. Le volume de dihydrogène recueilli est toujours le double de celui de dioxygène, soit VH2 qui est égal à 2 fois VO2. Les couples mis en jeu dans cette réaction sont O2 bar H2O de potentiel E0 égale à 1,23 volts et H3 plus bar H2 de potentiel 0,00 volts. La force contre-électromotrice de l'électrolyseur est donc E' égale 1,23 moins 0,00, soit 1,23 volts. Cette valeur est supérieure à la tension UAC égale à 1,7 volts appliquée aux électrodes. Il existe donc une surtension de U égale 1,7 moins 1,23, soit 0,47 volts. Lors de l'électrolyse du chlorure d'éthène, dont le schéma est ici à l'écran, il se produit un dépôt d'éthène à la cathode et un dégagement de dichlore à l'anode.
Les demi-équations ici présentes se produisent aux électrodes et l'équation bilan de la réaction s'écrit SN2 plus 2Cl- qui donne Sn plus Cl2. Les couples mis en jeu sont Sn2 plus bas Sn de potentiel standard moins 0,14 volts et Cl2 bas Cl- de potentiel standard 1,36 volts. La force contre-électromotrice de l'électrolyseur est donc E' égale 1,36 moins 0,14 soit 1,50 volts. Cette valeur inférieure à la tension appliquée aux électrodes qui est de 1,75 volts, on a une surtension de 0,25 volts. Considérons à présent un cas particulier d'électrolyse. C'est l'électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre avec l'anode en cuivre. Remarquons sur ce schéma une diminution de l'électrode de l'anode et une augmentation de celle de la cathode. Ces observations traduisent une oxydation de cuivre à l'anode et un dépôt de cuivre à la cathode. Dans ce cas, E' est égal à 0 puisqu'on a les mêmes couples à l'anode et à la cathode. Et comme il ne se produit pas de dégagement gazeux, la surtension est égale à 0 volts. Le bilan de cette réaction se réduit à un transport de cuivre de l'anode vers la cathode. Ce type d'électrolyse est utilisé pour affiner ou purifier les métaux ou recouvrir les surfaces des objets par un dépôt métallique afin de les protéger. Parlant de la protection d'objets, certains métaux s'oxydent plus ou moins au contact du dioxygène de l'air atmosphérique. On parle de la corrosion. Celle-ci détériore en profondeur les métaux. On peut citer l'exemple de la rouille qui détériore le fer. Cette rouille se forme de la manière suivante. Fe s'oxyde en Fe2+, plus 2 électrons, et 1 demi de O2 plus H2O plus 2 électrons qui donne 2OH-. D'où le bilan Fe plus 1 demi de O2 qui donne Fe2 plus 2OH-. Les ions Fe2 plus ici s'oxydent à leur tour en ion Fe3 plus qui se combinent aux ions OH- pour former l'hydroxyde du fer 3 qui a la couleur rouille, caractéristique de la rouille qui se forme sur le fer. Plusieurs méthodes permettent de protéger contre la corrosion. On peut utiliser les couches de peinture, de vernis, les feuilles de matière plastique, les huiles ou les graisses. On peut aussi faire un revêtement métallique en procédant soit par électrolyse, soit en immergeant le métal à protéger dans un bain de métal protecteur. Ceci à condition que le métal protecteur soit plus réducteur que le métal à protéger. Chers candidats, la récurrence de ces exercices aux examens officiels font de ce chapitre l'un des plus importants sur lequel un accent particulier doit être mis. Retrouvons-nous dans la suite pour les exercices déjà proposés.